outils qui sont à votre disposition à travers l'incubateur. C'est vraiment trois volets. Donc, commençons par l'outillage. Agent d'intervention, c'est un outil qui peut être utile pour vous. Vous avez une taille de collectivité où vous avez des agents techniques qui vont intervenir dans les parquets jardins, dans les moyens généraux ou autres. Et ben, ça permet tout simplement de suivre les interventions techniques de ces agents et de réussir à avoir un tableau de bord, d'agréger les données, de faire en sorte d'avoir des interventions à chaque fois les plus réactives possibles. Vous avez un autre sujet qui est le sujet de la présence en ligne des collectivités. Vous avez tous des sites internet. L'agence a créé une page web pour chaque collectivité en France qui peut vous aider à actualiser vos données en ligne qui sont connues de l'administration et souvent ces données ne sont pas toujours à jour. Et donc cet outil qui s'appelle l'annuaire des collectivités permet de faciliter la remontée dans les bases de données nationales sur les horaires, sur les différents services qui peuvent être mis à disposition. Vous avez un autre outil qui peut être très utile aussi. On a plusieurs PVD qui utilisent cet outil, c'est Espace sur demande. Alors, Espace sur demande, c'est un outil qui vous permet de valoriser des espaces, des salles des fêtes, des équipements qui peuvent être mis à disposition d'associations, d'entreprises ou de particuliers, et donc qui vous permet d'assurer en ligne cette gestion. Donc, c'est un outil qui est vraiment né, encore une fois, dans les collectivités, en l'occurrence c'était en Isère, pour permettre la réutilisation plus facilitée des locaux des différentes collectivités. Un outil que vous connaissez peut-être aussi, c'est l'outil Deveco. Donc là, c'est vraiment un outil très utile sur le volet du développement économique au sens large. En tant qu'agent public, en tant qu'élu, on peut accéder à des données dont on a le droit de connaître, notamment à travers les numéros SIRET des établissements du territoire. Ça permet de faire des cartographies, ça permet d'avoir des informations sur la santé des établissements de votre territoire. Et puis, ça permet aussi de faire du suivi de la relation aux entreprises puisque vous pouvez consigner les différents échanges qu'en tant que développeur sur un territoire, vous pouvez avoir avec les différents établissements. La suite territoriale, on en parlera juste après. Donc, la suite territoriale, c'est vraiment le sujet à l'origine de la cybersécurité qui était évoqué par Judith. C'est Claire qui nous présentera cet outil. Vous avez aussi le sujet de l'accompagnement des collectivités locales à travers la plateforme Aide Territoire que vous êtes un certain nombre à connaître, qui est très utilisé et qui permet de référencer les appels à projets. Et puis enfin, au titre de l'outillage, on a un outil qui est rendez-vous service public et qui permet de faciliter la prise en ligne pour les usagers du service public. Donc ça, c'était très rapidement vous dire que ces outils, ils sont à votre disposition à travers l'offre de service de l'incubateur. Alors un petit mot sur les données. C'est pareil, c'est toujours intéressant à partager, à rappeler. Je pense que toutes et tous, vous connaissez les bases d'adresses locales. La donnée d'adresse, elle est absolument essentielle. C'est la compétence du maire. Et c'est une donnée qui est absolument essentielle puisque c'est ce qui permet d'alimenter notamment les GPS, donc l'arrivée des secours à la bonne adresse, mais aussi la livraison des colis, mais aussi le déploiement de la fibre entre autres. Donc la base adresse locale, c'est vraiment cet outil qui permet à chaque commune de créer euh, l'ensemble des adresses de sa commune et de pouvoir actualiser la base adresse nationale qui va alimenter les différents systèmes d'information. Donc c'est absolument essentiel. On a plus de 26 000 communes qui ont créé leur base d'adresse locale et donc c'est un outil qu'il faut actualiser en permanence pour faire en sorte que le territoire soit le mieux adressé possible. On a aussi des outils qui permettent de faciliter la collaboration autour des données. Donc notamment, je vous invite vraiment à découvrir pour les personnes que ça intéresse directement sur Données Territoire.
Vous pouvez rechercher, on a des outils qui ont pu être créés, j'en cite deux. Peut-être un outil que vous connaissez qui s'appelle Gris, qui est un tableur collaboratif qui permet à plusieurs d'interagir sur un même tableur et puis d'automatiser un certain nombre de tâches et de fonctions. Ça facilite le reporting notamment. Et puis on a un autre outil dont on aime bien parler. C'est les fiches territoriales. Pareil, les fiches territoriales, c'est un outil développé par cette équipe Données Territoire et qui vous permet de connaître l'ensemble des données qui sont relatives à l'action de la NCT sur votre territoire. Donc à la maille nationale, régionale, départementale, intercommunale et communale, vous allez avoir les grands indicateurs, les grandes informations clés sur l'action de l'agence et puis d'autres indicateurs clés qui sont déclinés jusqu'à la maille communale quand c'est possible. Vous avez aussi l'enjeu de la carte. Donc beaucoup d'entre vous vous créez des cartes en ligne. Donc nous on a porté un outil, on a contribué à un outil qui s'appelle UMap. Hein, c'est OpenStreetMap pour ceux qui connaissent derrière. C'est vraiment un outil qui permet de créer des cartes en ligne. L'IGN aussi a d'autres outils qui sont complémentaires. Donc ça c'est vraiment intéressant de savoir que un certain nombre de données, elles peuvent être projetées sous forme de carte, ça peut être très utile. Et puis, il y a des sujets plus techniques, je les cite très rapidement, hein, c'est les plans Cordereau simplifiés, donc une plateforme en ligne au niveau national pour aider les collectivités à savoir s'il existe un PCRS ou pas, c'est très technique hein, sur le territoire, mais c'est utile, notamment pour réaliser des économies quand ces plans existent. Et enfin, le sujet du signalement des zones blanches qui peuvent rester aussi sur le territoire, que ce soit sur le mobile ou sur la fibre. Et donc, enfin, avant d'aller en plus concret, vous présenter trois outils, on a aussi tout un panel d'outils sur le champ de l'inclusion numérique et du volet social. Extrêmement important. Donc cet après-midi, pendant le webinaire, très rapidement, Sarah vous présentera Aidant Connect. On aime bien parler d'usurpateur légal d'identité. Dans quelques instants, vous en saurez plus, mais c'est très utile, notamment pour les conseillers France Service, pour les agents qui sont en contact dans différentes situations auprès des usagers pour réaliser des démarches administratives pour le compte d'un tiers. Vous avez mon suivi social qui sera présenté aussi. Alors souvent les travailleurs sociaux sont un peu les oubliés de la dématérialisation et du cycle numérique. Cet après-midi, on a souhaité mettre en lumière mon suivi social qui va venir équiper les centres d'action sociale et donc c'est Henri Paul qui nous en dira plus. Administration Plus, un outil qui gagne à être connu, qui a des centaines de milliers d'usages chaque mois et donc qui aide à résoudre des blocages administratifs quand on a plusieurs administrations qui doivent être sollicitées pour répondre à un blocage rencontré par un usager. C'est un outil qui va permettre aux administrations d'échanger de manière sécurisée entre elles et d'apporter une réponse à l'usager. Et puis enfin, vous voyez les trois derniers outils qui sont cités en bas. C'est des outils qui vont équiper les médiateurs numériques dans leurs compétences. Donc que ça soit sur le numérique d'intérêt général, que ça soit sur les outils qui leur permettent de suivre les différents rendez-vous. Alors, sans plus attendre, je vais passer la parole à Claire pour la suite territoriale. Et donc, bonne nouvelle. La suite territoriale, elle aura vocation à rassembler la plupart des outils que je vous ai présentés en moins de 10 minutes. Donc en tout cas, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions et on va aussi vous partager un certain nombre de liens utiles. Merci Alexis. Bonjour à toutes et tous. Donc, est-ce que vous m'entendez bien déjà? Ok, super. Donc moi je m'appelle Claire, je suis chargée de déploiement pour la suite territoriale et je vais vous faire une démo de certains outils de la suite territoriale. J'ai pas beaucoup de temps donc je pourrais pas tout vous faire, mais je vais vous faire ce qui me paraît le plus pertinent pour vous. Donc, pour rappel, la suite territoriale, c'est un projet qui a commencé en décembre 2023 dans le cadre du plan France Relance 2030 et c'est l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui a sollicité l'incubateur des territoires parce que, comme vous devez le voir au quotidien, encore trop de communes utilisent du Wanadoo, du Gmail ou du Orange pour communiquer auprès de leurs usagers. Ça va poser des
problème d'authentification. On ne sait pas si la commune est correctement, enfin, on ne sait pas si un usager va vraiment écrire à sa commune quand la commune utilise une adresse mail en Wanadu. Et du coup, ça ne va pas forcément rassurer quand on veut échanger sur des informations personnelles. Et on constate aussi que beaucoup de communes stockent leurs documents de manière plus ou moins fiable. Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir, avec la suite territoriale, élever le niveau de sécurité des communes. On va s'adresser à des communes de moins de 3 500 habitants et des EPCI de moins de 15 000 habitants, mais aussi aux adhérents des structures de mutualisation partenaires dont vous parlez, Alexis, en début de webinaire. Euh, la suite territoriale, concrètement, ça va être la mise à disposition d'un socle d'outils essentiels pour que les communes puissent commencer à bien communiquer et communiquer de manière sécurisée. Donc, c'est vraiment la base de la base pour les communes. À savoir, on va leur fournir un nom de domaine, en .collectivité.fr. Donc, par exemple, si je prends une commune qui n'existe pas, pour vous donner un exemple, ce sera brigny.collectivité.fr. Si la commune a déjà un nom de domaine et qu'il est conforme à notre référentiel à la présence numérique des territoires que je vais vous présenter après, on peut le conserver. Ensuite, on va mettre à disposition une messagerie professionnelle sécurisée. Donc, c'est une messagerie qui est accessible depuis le web. Je vais vous en faire la démo après. Qui est open source, qui est bien évidemment sécurisé. On évolue dans un environnement Secnum Cloud et c'est aussi un outil souverain. Donc l'ensemble des données sont hébergées en France. Le troisième outil qu'on met à disposition dans ce socle d'outils essentiels, c'est un espace de stockage partagé qui est également en ligne. Cet espace de stockage, je ne pourrais pas vous en faire la démo par manque de temps, mais dans la présentation que Elliot vous enverra après, vous aurez l'ensemble des liens pour pouvoir découvrir l'outil. Et après, je vous fournirai aussi mes contacts. Cet espace de stockage en ligne, ça permet de pouvoir, comme son nom l'indique, stocker des documents sur un espace individuel, mais il y a aussi la possibilité de créer un espace partagé qui va permettre de pouvoir collaborer avec des agents, des élus, mais également pouvoir partager des documents plus ou moins lourds avec des prestataires externes, par exemple, grâce à des liens publics qui vont être sécurisés et qui vont permettre de pouvoir partager des documents. Sur l'espace de stockage, on va pouvoir coéditer aussi des documents grâce à une brique open source. Donc ça, c'est vraiment le socle d'outils essentiel. Pour se connecter à la suite territoriale, on s'appuie sur ProConnect. ProConnect, c'est quoi? C'est une connexion unique qui va permettre d'accéder à un écosystème d'outils. Grâce à ProConnect, les collectivités vont accéder du coup à la suite territoriale, mais également aux autres outils de l'incubateur des territoires et aussi aux outils de leur OPSN s'ils sont, donc leur opérateur public de services numériques, qui sont des structures de mutualisation, et qui auront également ProConnecté leurs outils. Ça va servir à quoi ProConnect? Ça permet déjà d'avoir une connexion individuelle, mais surtout de pouvoir renseigner un seul mot de passe pour pouvoir accéder à tous les outils du quotidien d'une commune. Donc ça fait gagner du temps et ça évite la déperdition de mots de passe. Je vais aller un peu vite pour le contexte, mais comme ça au moins vous avez vraiment tout en tête. Un outil qui peut être intéressant pour vous. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Normalement, on doit être sur le site de la suite territoriale. Vous voyez mon écran ou pas? Oui, on le voit bien. Ok, super. Merci Judith. Donc, sur le site de la suite territoriale, il y a un outil qui peut être très intéressant pour vous. C'est un observatoire de la présence numérique des territoires. Cet observatoire, il est disponible sur cet onglet-là. Vous allez retrouver 3 éléments dans cet observatoire: un référentiel, une cartographie et des données. L'objectif de l'Observatoire de la présence numérique des territoires, c'est de pouvoir commencer à sensibiliser les communes à tous ces enjeux du numérique et de la cybersécurité. Cet observatoire, il va du coup s'appuyer principalement sur un référentiel que je vais vous montrer. Je vais vous expliquer pourquoi pour vous ça peut être intéressant. Ce référentiel, il va s'appuyer sur 2 critères: le site internet et la messagerie. L'idée, c'est de pouvoir expliquer aux communes pourquoi c'est important d'avoir un nom de domaine, pourquoi c'est important d'avoir un nom de domaine avec une extension en .fr, pourquoi c'est important d'avoir une messagerie raccordée à ce nom de domaine-là. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir les sensibiliser, faire aussi un effort de pédagogie, parce qu'on sait que c'est des notions, quand on n'est pas dans le milieu, ça peut faire peur, c'est parfois incompréhensible. Et donc, l'idée, c'est vraiment de leur expliquer qu'est-ce qui se cache sous toutes ces notions. Donc, dans ce référentiel, on a vraiment mis pour chacun des critères un petit texte qui explique pourquoi c'est important et comment on fait pour s'y conformer. Ce référentiel, je vous invite à aller le découvrir et à le partager à vos communes. Ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on a illustré ce référentiel avec une cartographie. Parce que l'idée de ce référentiel, c'est de pouvoir évaluer la présence numérique de chacune des communes de France, mais également des EPCI. Et l'idée, c'est de pouvoir vraiment leur permettre, grâce à un code couleur, de savoir là
où elles sont, en termes de présence numérique, elles sont conformes, et là où il y a des choses peut-être à améliorer, soit avec la suite territoriale, soit en se rapprochant de son opérateur public de services numériques. Et je vais vous faire le test de ce pas. Donc, par exemple, si je prends une commune au hasard, je prends la commune de Varzy dans la Nièvre. Donc, je tape le nom de la commune et là, on se rend compte que Varzy est en rouge. On a aussi une vision plus globale sur le PCI. On peut avoir aussi une vision au département ou en version régionale. Donc, quand je clique sur la commune, on voit apercevoir différentes choses. Donc là, on nous explique que le nom de domaine n'est pas conforme. On explique pourquoi et on fait le lien avec les critères que je vous ai montrés avant. Et on explique aussi au niveau de la messagerie ce qui s'y passe. Et donc là, pareil, on explique à la commune ce qu'elle peut faire pour améliorer les choses. Et ensuite, quand on lui invite à vérifier son éligibilité, pardon, elle va avoir directement les cartes des opérateurs publics de services numériques qui peuvent lui permettre à cette commune de pouvoir euh, améliorer son outillage et communiquer de manière sécurisée. Donc là, en l'occurrence, il y a deux OPSN, elle peut aller découvrir leur offre, mais également se rapprocher de nous pour en savoir plus. Donc ça, c'est un outil. Je vous invite à faire le test avec vos communes. S'il y a des éléments qui ne vont pas, l'ensemble des données qui sont référencées sur ce référentiel de la présence numérique des territoires, on est parti les chercher sur l'annuaire du service public. Donc c'est des données qui peuvent être mises à jour et parfois c'est aussi un enjeu de mise à jour pour que la commune soit conforme. Donc ça, c'est un outil. Je vous invite à le tester, à l'utiliser avec vos communes parce que ça permet aussi de passer à l'action, puisque on n'aime pas être rouge généralement et on préfère être vert. L'autre outil que je voulais vous montrer, n'hésitez pas s'il y a des questions, hein, profitez-en parce que je vais vite pour ne pas mettre en retard tout le monde. L'autre outil que je voulais vous montrer au sein de la suite territoriale, c'est la messagerie. Donc, comme vous l'a dit Alexis, l'ensemble des outils qu'on a construits sont des outils qui ont été construits pour les communes et avec les communes. Donc, c'est des outils qui sont vraiment adaptés à des collectivités territoriales de moins de 3500 habitants. Dans la messagerie, donc c'est une messagerie qui est accessible depuis le web, je le répète, il n'y a pas d'application et vous ne pourrez pas avoir d'IMAP avec votre client lourd. Enfin, la commune ne pourra pas. Sur la messagerie, donc c'est une messagerie tout à fait classique où vous pouvez rédiger un message, mettre en copie cachée. Vous pouvez bien évidemment mettre une signature, rédiger votre mail, ajouter une pièce jointe. À terme, ici, vous aurez deux boutons. Vous pourrez ajouter une pièce jointe qui provient de votre ordinateur, mais également une pièce jointe qui provient de votre espace de stockage partagé en ligne. Si vous recevez un mail et qu'il y a une pièce jointe à télécharger, même principe, vous pourrez le télécharger directement dans votre espace de stockage en ligne, ce qui libère de la place sur l'ordinateur et ce qui fait gagner du temps. Sur cette messagerie, vous allez pouvoir également, bien évidemment, importer des messages. Lorsque vous importez des messages, vous allez pouvoir importer des messages soit depuis votre mail et le mot de passe de l'ancienne messagerie, soit depuis une archive EML ou Mbox. Lorsque vous importez vos messages, l'ensemble de vos dossiers et sous-dossiers vont se transformer en libellés. C'est le même principe que les dossiers, sauf que les messages ne vont pas disparaître de la boîte principale. Ils vont simplement avoir une petite étiquette, comme le conseil municipal qui est affiché ici. Et lorsque vous cliquez dessus, vous retrouvez votre message. Et ce qui est intéressant sur cette messagerie-là, c'est que vous allez également avoir les messages qui vont s'afficher sous forme de discussion. Ce qui permet d'avoir un réel historique de ce qui a été dit sur un même message, ce qui fait gagner du temps aussi à la personne, puisqu'on n'a pas à aller voir dans le dossier envoyé pour savoir si quelqu'un a répondu au message. Ce qui est encore plus intéressant sur cette messagerie, c'est que vous allez pouvoir faire de la coédition de messages. Là, vous voyez, il y a mes initiales qui sont indiquées. Eh bien, je vais pouvoir inviter une autre personne, pardon. Donc, par exemple, ma collègue Céline, je vais l'inviter à collaborer sur ce message-là. Donc, soit je lui indique que je veux qu'elle lise le message et je la rends simplement lectrice, soit je vais lui demander qu'elle médite une réponse parce que je n'ai pas les informations nécessaires pour répondre au message. Quand je fais ça, je partage. Donc là, vous voyez, on est deux. Et là, vous voyez que nous sommes toutes les deux sur ce message. Et elle, dans sa boîte mail, j'ai bien évidemment pas accès, elle va voir apparaître ce message et elle va voir qu'elle est invitée à répondre à ce message et m'aider. Elle ne pourra pas l'envoyer, mais moi, au moins, j'aurai sa réponse. Pareil, ça fait gagner du temps. Ça évite de transférer un message, de faire des allers-retours, etc. Ça permet tout de suite de pouvoir être dans l'action quand on a besoin d'être sur un message. Sur la messagerie, vous allez avoir bien évidemment l'ensemble des fonctionnalités d'une messagerie classique avec le dossier envoyé, les brouillons, etc. Vous allez également avoir la possibilité de créer des modèles de messages. Lorsque vous créez un modèle de message, c'est un message au fait que vous allez pouvoir
insérer à une réponse rapidement. Donc, par exemple, vous allez pouvoir faire des modèles de messages pour tout ce qui est demande d'urbanisme, où souvent, c'est des pièces à mettre dans un dossier. Donc, c'est un message assez classique qui peut arriver. Ça peut être des messages en lien avec tout ce qui est prise de contact, un petit message automatique, nous reviendrons vers vous rapidement. Ce qui fait aussi gagner du temps, puisqu'on n'a pas à le rédiger, on a juste à mettre insérer ce modèle de message et hop, on n'en parle plus. Donc ça, pareil, c'est une fonctionnalité qui va bientôt arriver et qui est super intéressante. Bien évidemment, quand vous allez accéder à la messagerie, vous allez pouvoir déterminer un administrateur de votre messagerie. Cet administrateur, ça peut être un élu, de préférence le maire, et ça peut être également la structure de mutualisation partenaire. L'idée de l'administration, c'est de pouvoir faire en sorte que vous puissiez savoir qui a une adresse mail au sein de votre commune, agent, élu. Ça va vous permettre également de créer une adresse mail partagée et de pouvoir gérer les droits d'accès à cette boîte mail partagée. Je vais vous montrer. Donc, par exemple, moi là j'ai une boîte mail partagée de démo qui est un peu plus fournie. Donc là, vous voyez bien les libellés. Et sur cette adresse mail de partager, on a géré les droits d'accès. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait exactement qui a accès à cette boîte mail partagée. On sait que dans les communes, les adresses mail en Wanadu ou Orange ou Gmail existent depuis parfois tellement longtemps qu'on ne sait plus forcément qui a accès. Et du coup, parfois, il y a des mails qui ont été lus ou auxquels on a répondu. Et c'est difficile, du coup, de pouvoir gérer ça. Là, vous allez pouvoir vous dire qu'à cette boîte mail partagée, vous voulez par exemple que Céline soit lectrice parce que c'est un élu. On a besoin qu'elle soit au courant des choses, mais on n'a pas forcément envie qu'elle soit dans l'action de répondre. Parce que la secrétaire a besoin d'avoir vraiment en tête les réponses qu'elle va fournir aux administrés. Vous pouvez vous dire que vous allez avoir, du coup, moi-même, je suis secrétaire de mairie et du coup, moi, j'ai les pleins droits sur la boîte mail, ce qui va me permettre de pouvoir créer de nouveaux mails, générer des mots de passe si des personnes ont oublié leur mot de passe, et surtout de pouvoir entièrement gérer la boîte mail. Et cette gestion des accès, ça permet vraiment de pouvoir bien organiser sa boîte mail et savoir qui a accès à quoi et quel est son rôle. Sur l'ensemble des outils de la suite territoriale, vous aurez cette notion de rôle, à savoir sur fichier et un autre outil de gestion de projet que vous retrouverez dans la présentation qui s'appelle projet. Donc, sur la boîte mail partagée, et je finirai là-dessus parce qu'après, je pense que je vais dépasser. Vous avez bien cette notion de libellé, vous voyez toutes les réponses qui ont été menées. Donc quand il y a plusieurs secrétaires de mairie, notamment dans une commune, et puisqu'elles sont souvent sur plusieurs communes à la fois, elles vont pouvoir vraiment avoir un suivi de si la collègue a répondu ou pas à un mail. Et pour vous montrer aussi sur les libellés ce que ça donne, donc par exemple l'urbanisme, là on voit qu'on n'a qu'une demande d'urbanisme. Donc la personne qui est en charge de l'urbanisme et qui a accès à la boîte mail, par exemple, peut regarder les mails qui la concernent. Vous pouvez bien évidemment ajouter, supprimer des libellés, les renommer, etc. Et grâce à ProConnect, vous pouvez accéder en un clic aux autres outils grâce à ce qu'on appelle la gaufre. Et du coup, ça vous permet de pouvoir aller d'un outil à un autre sans vous reconnecter, donc de gagner du temps. Voilà, je pense que je suis dans le timing. Ce que je peux, moi, vous proposer, je vais vous envoyer différents liens. Mais si vous souhaitez tester la suite territoriale ou si vous avez des communes qui seraient intéressées pour tester la suite territoriale, n'hésitez pas à revenir vers nous. La suite territoriale, elle sort officiellement en janvier 2026. Donc jusqu'à décembre, on est encore dans une période où on fait tester aux communes, où on collecte au maximum de retours pour être sûr que au 1er janvier 2026, les différentes interfaces des services que je vous ai, enfin surtout messages et fichiers, soient complètement cohérentes avec le besoin d'une commune de 30 habitants, aussi bien que pour une commune de 3499 habitants. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Si vous en avez, je sais que j'ai parlé très vite, mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, à revenir vers moi dans le chat et moi, je vais vous envoyer du coup tous les liens. Comme ça, vous pourrez retrouver le site internet et mes contacts, mes coordonnées. Merci beaucoup pour cette présentation. En tout cas, oui, comme vous l'avez dit, n'hésitez pas à poser des questions. Je crois qu'il y avait un autre outil à présenter. Ouais, ça va être. Bah, on peut passer à toi, Sarah, si tu veux, pour Aidant Connect. Avec plaisir. Bonjour à tous. Je suis Sarah, je suis chargée de déploiement pour l'outil numérique et donc Connect. Je vais vous présenter tout de suite. Alors, est-ce que je peux partager mon écran? Normalement, oui.
Hop, c'est parti. Vous allez me dire si vous voyez bien. Hop. Oui, c'est en cours de chargement en tout cas. Ok. Oui, c'est bon, ça apparaît. Vous voyez bien? Ok, parfait. Hop, alors, ce que je vais vous présenter rapidement, du coup, c'est l'outil Aidant Connect. L'intérêt, ce serait plutôt de vous montrer un petit peu le tutoriel. Donc, je vais faire un rapide contexte et vous montrer comment ça fonctionne, l'outil. Alors, hop, est-ce que vous voyez bien, du coup, la présentation? Oui, Ou pas encore? Oui, ok, parfait. Du coup, pour un peu de contexte, Aidant Connect, c'est un outil numérique qui est porté effectivement par l'Agence nationale de la cohésion des territoires. L'idée, c'est de pouvoir avoir un outil qui est à la fois technique et à la fois juridique pour justement accompagner toutes les personnes qui sont en situation d'aide numérique pour des usagers qui vont être éloignés du numérique, pour pouvoir les aider justement à réaliser leurs démarches, soit les aider à réaliser leur démarche, mais surtout aussi réaliser leur démarche à leur place, parce qu'ils sont soit ils n'ont pas les compétences numériques, soit ils ne peuvent pas le faire eux-mêmes. Et l'idée justement, c'est d'avoir un outil qui va faciliter le quotidien justement de ces aidants et pouvoir sécuriser de manière optimum justement l'aide numérique pour ces démarches. Donc, je vais vous présenter un petit peu rapidement le contexte. Euh, voilà, donc on est dans une situation effectivement de personnes, d'usagers qui vont être dans une situation d'urgence et de fracture numérique. On va avoir des aidants qui vont être justement formés à les aider. Et pour ça, ils ont besoin d'un outil qui est puissant et qui est fort de manière au niveau de la sécurité pour justement pouvoir les accompagner au mieux. Donc, ce je que je vais vous pense, montrer, Sarah. Ouais, oui. excuse-moi. Je pense qu'on voit pas ton écran. Excuse-moi, tu as dû partager Ah, une page, mais pas la bonne. Mais ah, vous voyez pas l'écran? hmm. On Alors, voit attendez. webinaire d'information générale. Ah, j'ai ouvert la page. Eh ben, Ouais, écoutez, du coup, voilà. je parle et je défile Mais en les. tout cas, ton introduction était très claire, hein. Il y a pas de souci, mais c'était juste pour te prévenir. Eh ben, alors, attendez. C'est juste que ça s'est ouvert dans un autre onglet, donc je vais vous le refaire de suite parce que c'est quand même mieux de l'avoir sous les yeux et j'espère que le tutoriel va marcher. Hop, tac. Normalement, ça devrait être bon. Je vous laisse me confirmer. Oui. Effectivement. Ah bah désolé pour le début. Enfin, c'était juste du contexte et il y avait pas. Ce qui va être intéressant justement, c'est de voir le tutoriel. Peut-être juste avant de le montrer, ce qui va être intéressant peut-être pour vous, c'est que c'est un outil qui va être utile par exemple pour des structures qui vont être dans de l'aide justement numérique, de l'inclusion numérique au quotidien. Donc on va être vraiment sur par exemple des CCAS, des CIAS, d'autres types de structures. L'idée de ces aidants numériques professionnels, c'est justement déjà donc d'une part qu'ils puissent aider les usagers. Pour cela, il faut qu'ils soient salariés d'une structure. Donc effectivement, comme on le détaille, ça peut être des travailleurs sociaux, des agents publics d'accueil, des médiateurs numériques, des conseillers numériques. Et la différence, c'est que typiquement, un bénévole, un service civique, un élu ou un aidant familial ne peut pas être éligible à Aidant Connect, ainsi que les mandataires judiciaires. Donc c'est important d'avoir ça en tête. Pour récapituler un petit peu les bonnes raisons, c'est vraiment une raison de sécurité d'utiliser cet outil, de gagner du temps parce que vous allez voir que vous pouvez avoir une vue d'ensemble sur toutes les démarches que vous pouvez faire au nom et avec un usager. Également, j'essaie de respecter le temps parce que le plus intéressant, ça va être le tutoriel. Également, d'être dans un accompagnement humain, de permettre la continuité de l'accompagnement parce que vous allez le voir, les mandats que vous allez faire, justement, les mandats juridiques pour, entre l'usager et vous-même, pour justement les accompagner dans la démarche, va se faire au nom de la structure. Ce qui permet effectivement, quand vous avez plusieurs aidants numériques au sein d'une même structure, que chaque aidant ait la vue d'ensemble sur tous les mandats qui sont en cours justement dans la structure.
Et c'est pour ça qu'il y a une continuité de l'accompagnement dans la mesure où s'il y a un aidant qui suit tel usager, si à un moment donné il est malade ou il a une absence, son collègue peut totalement le remplacer et avoir la vision justement sur toutes les démarches que cette personne faisait pour un usager. Évidemment, c'est un outil aussi qui va justement essayer de viser l'autonomie des personnes qui sont accompagnées et de pouvoir leur expliquer au mieux comment faire les démarches. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est le tutoriel et un petit peu comment fonctionne l'outil au quotidien. Hop. On reviendra un tout petit peu après sur la manière justement d'être habilité pour pouvoir utiliser cet outil. Parce que pour utiliser cet outil, il faut une formation qui permet ensuite une habilitation. Est-ce que vous pouvez voir ma page qui vient de s'ouvrir sur le tutoriel du dispositif? Oui, tout à fait. Parfait. Bon, mais ça fonctionne. Ça met juste un petit peu de temps à charger. Hop. Voilà. Donc, ce que je vais vous montrer rapidement, c'est que c'est un outil qui va être vraiment très facile à prendre en main. Déjà, vous avez la formation qui va vous amener à l'utiliser, à avoir un côté et théorique et pratique justement pour s'exercer sur l'outil. Mais je vais vous montrer effectivement le type de démarche que vous pouvez réaliser et comment ça peut vous aider pour les structures qui peuvent justement accompagner des usagers en situation de besoin d'aide numérique. Donc, typiquement, vous vous connectez sur le site. Donc, il y a un petit bouton se connecter. Je vais passer rapidement parce que l'intérêt, c'est plutôt d'utiliser l'outil. Pour vous connecter, effectivement, vous avez deux moyens de connexion possibles, soit une carte physique, soit une application que vous installez sur le téléphone portable qui va vous permettre en fait d'avoir une sécurité très renforcée, c'est-à-dire que vous allez avoir besoin d'un code qui va être généré de manière aléatoire à chaque validation de démarche. Une fois que vous vous êtes connecté, ce qui va être intéressant avec l'outil Aidant Connect, c'est de pouvoir justement créer un mandat. Donc peut-être qu'il y a des structures que vous connaissez qui le font effectivement à la main, qui ne s'y retrouvent pas justement parmi tous les mandats et les usagers qui les accompagnent. L'intérêt d'Aidant Connect, c'est vraiment d'avoir une vue d'ensemble et une agrégation de toutes ces informations pour pouvoir stocker ces données au mieux. Donc on vous indique effectivement quand vous allez commencer la création du mandat, vous avez du coup un espace mandat où vous allez pouvoir créer un mandat ou accéder aux mandats qui sont actuellement en cours dans la structure. Ce qu'on vous explique effectivement, c'est qu'on vous accompagne, on accompagne effectivement les aidants numériques dans la réalisation du mandat. Donc, on explique effectivement qu'il y a des mentions à lire à l'usager pour justement accompagner au mieux l'usager et qu'il puisse être en situation de bien comprendre ce que va faire l'aidant pour lui, le type de démarche. Donc, une fois que ces mentions sont lues, vous allez pouvoir justement sélectionner le périmètre d'aide que vous allez apporter à l'usager. Donc, ça peut être une personne qui a besoin d'aide pour ses impôts, qui a besoin d'aide pour justement une question de renouvellement de passeport, une question. Il y a énormément effectivement de types d'aide possibles et de mandats qui va pouvoir s'adapter. Vous pouvez en sélectionner autant que nécessaire pour les besoins de l'usager. Donc, par exemple, vous avez besoin effectivement de renouveler un passeport. Vous allez pouvoir choisir la durée du mandat. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs types de mandats. Donc, pour des petits besoins de démarches qui vont être relativement courtes ou des mandats un peu plus longs. Vous allez avoir besoin de vous connecter plusieurs fois à l'espace de tel ou tel site administratif pour l'usager. Donc, une fois que vous avez sélectionné le type de mandat, vous allez vous connecter à l'espace France Connect de l'usager. Je n'ai pas précisé effectivement en amont, mais Aidant Connect ne fonctionne qu'avec France Connect. Donc, c'est un usager qui dispose déjà de France Connect. Ou alors, vous l'accompagnez au préalable à avoir un compte France Connect. Typiquement, vous allez choisir un compte pour vous connecter. Donc, ça peut être impôt.gouv, ça peut être l'assurance maladie ou tout autre compte d'identité numérique. Vous remplissez les informations de l'usager. Et ensuite, le site va vous reconnaître le nom de cet usager et vous allez pouvoir continuer sur Aidant Connect. Donc là, effectivement, on vous redemande de bien valider avec l'usager tout ce qui est nécessaire qu'il possède comme information avant de pouvoir signer son mandat. Et là, à ce moment-là, on retrouve la nécessité de valider avec un code aléatoire
que ce soit sur votre carte ou que ce soit via l'application mobile. Donc effectivement, vous remplissez le numéro sécurisé qui vous est fourni et ensuite, vous n'avez plus qu'à enregistrer le mandat. Donc c'est un mandat que vous devez imprimer pour les deux parties et conserver. Donc là, on est effectivement sur l'espace création de mandat et vous pouvez également, donc je ne l'ai pas mis, mais vous pouvez également avoir accès à tous les mandats qui sont en cours dans la structure. Donc ça va être très important effectivement pour pouvoir avoir une vue d'ensemble. Ce que va vous permettre dans Connect, c'est de pouvoir justement avoir aussi une notification sur les échéances des mandats. On va vous prévenir effectivement si le mandat arrive bientôt à son terme, combien de temps il reste. Et en tout cas, il n'y a aucun problème si le mandat arrive à son terme, dans la mesure où vous pouvez totalement le reconduire avec l'accord de l'usager. Donc ça va être très intéressant justement pour vous simplifier l'accompagnement numérique, c'est de pouvoir justement avoir un outil qui permet cette flexibilité et de pouvoir, si l'usager décide qu'il a commencé avec un accompagnement uniquement sur les impôts, il peut très bien à tout moment venir vers la structure et l'aidant numérique qui l'accompagne et lui demander maintenant j'ai envie d'être accompagné sur un renouvellement de passeport ou sur une aide sociale, sur toute autre chose. Et on va juste poursuivre la durée du mandat ou étendre son périmètre. Donc voilà, et effectivement, une fois que vous êtes sur votre espace mandat, vous pouvez totalement créer un nouveau mandat pour un usager ou pour étendre le périmètre d'un mandat qui existe déjà. Et donc, ce que va vous permettre Aidant Connect, c'est effectivement de signer le mandat juridique avec l'usager pour pouvoir l'accompagner et ensuite, justement, de réaliser la démarche pour l'usager qui vous a demandé. Donc, pour ça, vous allez vous connecter avec France Connect. Vous allez effectivement sélectionner le bouton Utiliser Aidant Connect. Pareil, vous allez devoir vous réidentifier avec le numéro aléatoire généré, puis votre mail, et vous allez justement sélectionner l'usager pour lequel vous allez accompagner sur une démarche. Là, vous allez retrouver la thématique administrative qui est liée à la démarche effectuée, sur lesquelles l'usager a bien signé son mandat. Et vous allez justement, s'il veut renouveler par exemple un passeport, continuer sur le site de l'Agence nationale des titres sécurisés. Et là, vous allez justement pouvoir intervenir en tant que l'usager que vous accompagnez, toujours évidemment avec son accord via le mandat, et pouvoir justement procéder à la démarche qui vous a demandé pour laquelle il avait besoin d'aide. Je suis peut-être un peu rapide, mais effectivement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et surtout, je vais vous donner ensuite le lien de cette présentation. Vous allez pouvoir retrouver le tutoriel et surtout vous donner le lien vers la demande d'habilitation si ça intéresse des structures. Là, c'est effectivement pour le fait où vous avez besoin de renouveler ou révoquer un mandat. Parce qu'à un moment donné, l'usager vient vous voir et vous dit effectivement, je veux poursuivre cette démarche et j'ai besoin de plus de temps, ou alors je n'ai plus besoin d'aide et je veux révoquer mon mandat. Et pour ça, vous allez effectivement aller dans votre espace aidant et sur les mandats, vous allez cliquer sur le nom de l'usager qui vous a demandé cette révocation de mandat. Soit vous allez renouveler s'il veut renouveler, soit vous allez révoquer le mandat. En fait, Aidant Connect, c'est vraiment un outil qui va agréger toutes ces informations et vous permettre de suivre pas mal de mandats et beaucoup d'usagers et de manière la plus sécurisée et fiable possible. Et vous allez confirmer et ensuite, vous allez imprimer l'attestation de révocation que vous allez pouvoir donner à l'usager. Donc, je vous ai présenté un petit peu toutes les possibilités qu'il y a avec Aidant Connect, qui est effectivement à la fois un outil juridique, à la fois un outil technique. Ce qui va être intéressant, c'est de rapidement évoquer, et je vais revenir du coup sur la présentation, rapidement évoquer la demande d'habilitation pour la structure. Donc, si j'y arrive. Ah, je vais devoir te censurer. Je regarde J'ai juste plus de en même temps. temps. Ouais, peut-être pour Ouais, basculer sur mon suivi social. Et peut-être pas de qu'on... souci, pas de souci, Alexis. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre le lien de la demande d'habilitation si ça intéresse des structures et notre mail de contact. Comme ça, on pourra vous répondre. Voilà, en espérant que ça a été suffisamment clair. Et n'hésitez pas si vous avez la moindre question. Merci beaucoup. Merci, ça. On est tous Elliot dans le webinaire, mais on va passer la parole à Henri Paul pour le coup sur le dernier outil qu'on souhaitait vous partager cet après-midi, mon suivi social. Merci Alexis, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien et que vous voyez mon écran. Je pense que oui, si j'entends pas de réaction.
Alors, moi, je vais vous présenter Mon Suivi Social, qui est un logiciel de gestion de l'action sociale. Comme son nom l'indique, c'est un outil qui a été développé pour les CCAS, les CIAS et les services communaux qui souhaitent améliorer la prise en charge de leurs bénéficiaires et le suivi de leurs bénéficiaires. C'est un outil qui a été pensé pour les petites et moyennes communes qui n'étaient pas outillées. On s'est rendu compte que la plupart des structures d'accompagnement social communal, notamment sur le territoire, n'avaient pas accès à des outils et n'étaient pas outillés pour le suivi de l'action sociale. Donc, c'est des suivis qui se font encore aujourd'hui majoritairement sur papier et sur Excel, ce qui engendre un certain nombre de problématiques autour notamment de la donnée, puisque la donnée des usagers, des bénéficiaires n'est pas centralisée. Elle est présente dans différentes armoires, tableurs Excel, parfois difficilement accessibles. Ensuite, c'est une donnée qui n'est pas sécurisée, puisque, comme Claire le disait tout à l'heure, il y a certaines communes qui ne sont pas équipées, notamment pour l'hébergement sécurité de ces données. Et enfin, il y avait tout un enjeu autour de l'exploitation de ces données. Les CCS, notamment, ont besoin de générer et d'avoir des statistiques, notamment pour les bilans d'activité en fin d'année. Donc, l'objectif avec Mon Suivi Social, c'était de créer un outil simple, intuitif et sécurisé qui puisse être pris en main et installé dans toute collectivité, CCAS, CIAS qui souhaiterait l'utiliser. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui l'outil. Donc, normalement, vous voyez bien mon écran, je vérifie en même temps. Donc là, on est sur le tableau de bord. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que Mon Suivi Social, c'est un outil collaboratif. Donc, la première étape, ça va être d'inviter les différents agents à venir rejoindre l'espace de travail. Pour nous, l'utilisateur type, ça va être un CCAS avec 3-4 agents, généralement une responsable de structure, 2 travailleurs sociaux et un agent d'accueil. Donc, la première étape sera de les ajouter directement sur l'espace de travail qui aura été créé. Et on peut voir ici qu'on a un tableau qui résume les différents rôles et habilitations qui existent. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces rôles sont modulables, mais l'idée, c'est que chaque agent ait accès uniquement aux données et aux informations dont il a besoin dans le cadre de ses missions. Donc, ce tableau résume ces rôles-là. Ensuite, le deuxième deuxième point de paramétrage à la prise en main de l'outil, ce sera de définir et de paramétrer, parce qu'ils sont 100% personnalisables, les objets d'accompagnement, tous les dispositifs, donc aide légale, facultative, qui vont être proposés par la structure. Donc, ça peut être, par exemple, on voit ici, demande d'aide ménagère, domiciliation, dossier MDPH, qui sont des dispositifs, des accompagnements sur lesquels les CCAS vont notamment accompagner leurs usagers pour des dossiers qui sont instruits en interne, des aides qui sont délivrées directement par la structure ou en externe auprès d'organismes instructeurs. Enfin, le dernier point à la prise en main de l'outil, pour vous montrer vraiment la simplicité du paramétrage, c'est l'annuaire des partenaires. C'est ici un annuaire sur lequel vous allez pouvoir consigner, renseigner l'intégralité des partenaires avec lesquels la commune, le CCAS, travaille, collabore sur l'instruction de ces dossiers. Donc, soit des partenaires qui vous envoient du public, soit des partenaires qui vont instruire des demandes. Donc, on peut facilement ajouter un partenaire et le retrouver ensuite ici. Le tableau de bord, donc je le disais tout à l'heure avec le paramétrage des utilisateurs, Mon Suivi Social, donc la connexion se fait également via ProConnect. Donc chaque agent va avoir évidemment sa propre connexion et également son propre tableau de bord. L'objectif de ce tableau de bord, c'est vraiment de faire un résumé simplifié de toutes les actions et notifications pour chacun des agents qui est amené à utiliser l'outil. Donc sur ce tableau de bord, on va retrouver notamment des accès rapides aux instructions en cours et aux entretiens, également une recherche et puis ce tableau des notifications et des échéances. Par exemple, je suis travailleur social, je suis référent sur un certain nombre de dossiers. Je vais être notifié des échéances à venir sur mes dossiers, des commentaires éventuels laissés par mes collègues. Une collègue qui est partie en vacances, j'ai une question à lui poser, un commentaire, elle va être notifiée directement sur son tableau de bord. Et pareil pour éventuellement un document qui aura été ajouté sur le dossier d'un bénéficiaire que je vais suivre. Donc ça, c'est sur la partie tableau de bord. Ensuite, on va retrouver un onglet bénéficiaires. Donc là, on va trouver simplement un tableau avec l'ensemble des bénéficiaires qui sont accompagnés au sein de cette structure, donc cet espace de travail. On en a 163 ici. On a juste au-dessus des filtres. Donc, on va pouvoir très facilement identifier, filtrer ces bénéficiaires. Donc, si par exemple, je veux retrouver un bénéficiaire qui a été accompagné sur de l'aide alimentaire, je vais facilement retrouver du coup les 9 dossiers ici
qui ont été accompagnés sur cette thématique. Je peux également filtrer par quartier prioritaire, tranche d'âge ou registre des personnes vulnérables, si je veux exporter facilement ce registre ici. Et pour chacun de ces bénéficiaires, derrière cette ligne, je vais, en cliquant dessus, pouvoir accéder à une fiche complète. Donc là, on est sur une fiche, ce qu'on appelle un dossier foyer, c'est-à-dire qu'on a un couple, deux personnes qui sont suivies sur ce même dossier, mais j'ai une fiche détaillée pour ces deux bénéficiaires. Sur cette fiche, on retrouve un certain nombre d'éléments. En premier lieu, 4 boutons qui correspondent aux 4 grandes actions que vous allez pouvoir réaliser pour ces bénéficiaires. La première, c'est consigner un entretien, une synthèse d'entretien, un échange avec un bénéficiaire. Donc, on va ouvrir un formulaire dédié sur lequel on va pouvoir indiquer la durée de l'entretien, le type d'entretien, l'objet ou les objets d'accompagnement, donc, par exemple aide au transport, aide alimentaire, aide chauffage, pour pouvoir retrouver après facilement cet entretien et générer des statistiques. Et on va ensuite pouvoir faire notre compte-rendu, éventuellement un compte-rendu privé, et ajouter des documents donc directement ici ou en allant piocher dans la bibliothèque de documents du bénéficiaire. Donc ça, c'est pour la synthèse d'entretien. Ensuite, généralement, suite à cette synthèse d'entretien, les travailleurs sociaux vont instruire un ou plusieurs dossiers pour des demandes qu'elles soient internes au CCAS ou externes auprès d'organismes partenaires. Donc pour l'instruction de dossier, on a 3 formulaires qui permettent de consigner justement ces instructions. Un formulaire dédié aux demandes de logement, un formulaire dédié aux aides financières et un formulaire autre pour tout le reste. Et donc, quand on clique dessus, on a un formulaire similaire à celui de la synthèse d'entretien. On a en premier lieu l'objet d'accompagnement. Donc, si par exemple on instruit une demande auprès du département pour un dossier FSL, on peut le renseigner ici. Indiquer si le dossier est instruit en interne ou en externe. Donc, interne, on peut mettre la date de passage en commission et exporter tous les dossiers qui passent en commission ce jour-là. Et en externe, aller piocher dans notre annuaire des partenaires, le partenaire instructeur pour cette demande. Donc, on a comme ça un certain nombre de champs qu'on peut renseigner. La plupart sont facultatifs, mais plus on renseigne de champs, plus on génère de statistiques et d'alertes sur des dates clés pour cette instruction. Donc, on a notamment le statut qui va passer à en cours d'instruction, puis accepté avec des dates de décision, des dates de fin de prise en charge et des dates d'échéance qu'on pourra renseigner. Et puis, on a à nouveau la possibilité de faire des comptes rendus et d'ajouter des documents. Ensuite, donc, en dehors de ces accompagnements, donc synthèse d'entretien et instruction de dossier, on a 2 autres boutons. Le premier, c'est l'inscription à un atelier. Donc, on a un petit module atelier que je vais vous présenter juste après. Et on a le module de prise de rendez-vous qui est une intégration avec Rendez-vous Service Public, qui a présenté Alexis tout à l'heure, qui est un autre service de l'incubateur des territoires et qui vous permet, avec cette intégration, quand vous êtes utilisateur des 2 outils, de pouvoir ouvrir directement depuis Mon Suivi Social un rendez-vous avec toutes les informations de votre bénéficiaire qui seront préenregistrées. Donc, si vous êtes utilisateur des 2 services, ça peut faciliter également le suivi des rendez-vous. Et en dessous, vous avez 4 onglets. Un onglet information, donc avec toutes les infos renseignées sur ces bénéficiaires dans le formulaire de création d'un bénéficiaire. Un espace document sécurisé pour consigner l'ensemble des documents. Je n'ai pas ici, ils apparaissent là. L'ensemble des documents pour ces bénéficiaires. Un module budget qui va vous permettre de calculer automatiquement le reste à vivre du foyer fiscal, donc ce qui sera intéressant pour certaines instructions. Donc, vous avez à gauche la possibilité d'indiquer tous les revenus, à droite les charges, crédits et dettes pour calculer automatiquement ce reste à vivre. Et puis enfin, vous avez un onglet historique. Donc là, on va retrouver pour chaque bénéficiaire sur sa fiche l'historique, donc l'ensemble des suivis et des accompagnements qui ont été réalisés, avec en vert les synthèses d'entretien, en violet les instructions de dossier. On peut cliquer sur voir plus pour avoir le détail. On voit qu'il y a des commentaires qui peuvent être également laissés. Et donc, l'objectif de cet historique, c'est vraiment en une seule vue d'avoir accès vraiment aux détails de tous les accompagnements et à l'historique de ce bénéficiaire et de pouvoir facilement, entre agents, si besoin, collaborer et communiquer sur chacune de ces instructions, qu'on peut d'ailleurs imprimer, télécharger ou modifier. Donc, ces suivis, ces instructions, on les retrouve dans l'onglet historique. On va les retrouver également dans l'onglet accompagnement. Donc, comme pour l'onglet bénéficiaire, on a ici l'ensemble des synthèses d'entretien, donc premier onglet, et l'ensemble des instructions de dossier qui ont été réalisées au niveau de la structure avec le statut du dossier, le bénéficiaire concerné, l'objet et l'agent. Et on a la possibilité de filtrer. Donc, si on souhaite, par exemple, retrouver pour des statistiques toutes les demandes de logement pour des T2 ou plus, on peut facilement les retrouver ici. Pareil, si on a une commission, on peut aller choisir la date de passage en commission, filtrer les dossiers et exporter
les dossiers anonymisés pour cette commission. Ensuite, on a un module atelier, donc je vais le présenter très rapidement. C'est un module très simple, mais qui vous permet de créer et de suivre les inscriptions à des ateliers qui seraient organisés donc, par le CCAS, le centre social ou la commune. Vous pouvez ici, du coup, retrouver pour chacun des ateliers les listes des inscrits, donc facilement ajouter des inscrits pour chacun de ces ateliers, indiquer leur présence ou non, rendre cet atelier payant ou non et exporter la liste d'émargement pour y avoir accès facilement. Et enfin, pour finir, je pense que pour essayer d'être dans les temps, vous avez donc le dernier onglet qui est un onglet statistique, qui était un vrai enjeu pour les CCAS au moment de l'investigation. C'était de pouvoir générer des statistiques en temps réel sur l'activité de la structure. On s'était rendu compte que la majorité des CCAS qui ouvraient un espace de travail sur mon suivi social n'avaient pas d'idée précise du nombre de personnes accompagnées. Donc là, c'est de pouvoir offrir des cartes statistiques qui vous permettent d'avoir une vue d'ensemble sur l'activité du CCAS ou du service communal avec la répartition des personnes accompagnées par genre, tranche d'âge, situation familiale, catégorie socio-professionnelle. Et de la même manière, pour les synthèses d'entretien, ici, ou pour les instructions de dossier, d'avoir des répartitions par thématique, le montant des aides délivrées, les organismes partenaires. Donc ça permet, en tant qu'agent, d'avoir accès à ces informations. On peut d'ailleurs filtrer également, personnaliser la période, filtrer par agent, si on souhaite avoir uniquement ces statistiques à soi en tant qu'agent, on peut les retrouver ici. L'autre intérêt, ce sera pour les élus, les financeurs, de pouvoir facilement exporter ces statistiques au format Excel ou au format image, ou directement de copier ici ces cartes dans un document Word pour un bilan d'activité, par exemple. Voilà. Donc voilà la vue d'ensemble de mon suivi social. Donc, c'est un outil qui est assez complet, mais qu'on a vraiment pensé pour être le plus simple et intuitif possible. Donc, on a d'un côté des bénéficiaires, de l'autre des accompagnements et une vue statistique de l'ensemble. Merci beaucoup pour cette présentation qui était très riche. Alors, il y a plusieurs liens qui ont été diffusés dans le chat. Donc, n'hésitez pas à y avoir recours. Merci beaucoup à l'équipe, à toute l'équipe de l'incubateur du territoire pour la présentation des éléments de cadrage et surtout pour la démonstration de l'offre des services, tout particulièrement pour la suite territoriale et dans Connect et mon suivi social. N'hésitez pas à poser vos questions ou alors je vois qu'on a une question de Monsieur Roland Delattre. Quel est le coût pour acquérir le suivi social pour un CCAS, la formation, les critères d'éligibilité? Si vous voulez répondre. Ouais, je vais prendre le relais là-dessus. Ou Alexis, si tu veux. Non, vas-y, on va se compléter en Ripple, ouais. Alors aujourd'hui, c'est un outil qui est accessible pour tous les CCAS et CIAS qui ne seraient pas encore équipés d'un logiciel. Et donc pour l'instant, c'est un outil qui est accessible gratuitement pour les CCAS éligibles. Ce qu'il faut vraiment retenir pour élargir la réponse que faisait Henri Paul, c'est globalement, en fonction des seuils, vous avez moins de 3500 habitants, les outils sont disponibles directement. Et puis après, outil par outil, on a soit un conventionnement, soit c'est librement réutilisable. Donc pour le coup, dans le cadre de mon suivi social, c'est utilisé par plus de 1300 structures aujourd'hui et donc soutenu aussi par la fédération des CCS et différents partenaires. Donc n'hésitez pas. Merci beaucoup. En tout cas, on fera une deuxième session de questions-réponses juste à la fin. Et en attendant, on va passer la parole à Vincent Pujol, qui est donc chef de projet dans l'Aube à Bar-en-Seine. Et vous allez nous présenter les actions de formation digitale qui ont été développées par la commune à destination des acteurs économiques et du grand public. On va projeter tout de suite le PowerPoint et ensuite on vous laissera la parole. Oui, bonjour. Alors effectivement, on parle du digital et moi, depuis le début du webinaire, j'ai plein de soucis de connexion, donc j'espère que ça ne va pas bloquer. Donc je vous laisse peut-être me mettre le diaporama. Alors juste pour me présenter, effectivement, j'ai une partie de mon temps, une petite partie de mon temps en tant que chef de projet Petite Ville de demain pour Bar-sur-Seine, mais je suis surtout le responsable développement de la communauté de communes du Bar-Sécanet en Champagne. Et en fait, c'est sur ces deux postes qui font qu'on est assez complémentaires
dans notre façon d'appréhender le sujet du digital et du numérique. Et effectivement, on s'appuie en partie aussi sur la centralité de Bar-sur-Seine. Alors moi, je vois pas le PowerPoint. Peut-être que vous le voyez. Effectivement, il est bien projeté. Là, on est en train de passer à la slide sur la présentation de Bar en Seine, donc avec la carte, le fond de carte. Ok, le fond de carte. Donc, sur le fond de carte, c'était juste pour vous rappeler, ben oui, qu'on était sur un territoire rural. Alors oui, ce fond de carte-là, c'était pour dire que, en fait, on a un discours très clair au niveau de la communauté de communes, c'est que par rapport des fois au discours sur certaines interco et boursantes, nous, il y a une certaine complémentarité à jouer entre les deux entités. Donc, on se situe entre deux grandes villes, Troyes au nord, Dijon au sud, et on est limitrophe de la région Bourgogne, donc un espace très rural, et qui fait que si on structure pas, si on n'accompagne pas cette centralité qui est une petite centralité, hein, moins de 3000 habitants, mais pour vous recontextualiser les choses, la sous-préfecture qui est Bar-sur-Aube n'en fait que 5000. Donc, on voit bien le rôle prépondérant de ces centralités sur une interco qui en fait 18 000 habitants, 53 communes, donc une densité relativement faible. Donc, tout ça pour dire que, donc là, on a eu une présentation là, d'outils. Nous, avant d'aller sur la mise en œuvre d'outils, on a fait le choix, et on peut peut-être changer de slide, on a fait le choix et on a saisi l'opportunité de la région Grand Est à un moment donné de tester en 2017-2018 une expérimentation qui s'appelait Comment agir sur l'économie de proximité. L'objectif, c'était la volonté de la région de dire il faut qu'on change le paradigme, c'est-à-dire que souvent on faisait 80% d'études pour faire 20% d'actions. Là, c'était de dire essayons d'être plus créatifs, passons 20% à faire des études pour être dans l'action à 80%. Donc, je vous fais grâce un petit peu de toute la logique, mais en fait, on a réuni une série d'acteurs sur le territoire pour les former. Donc, on avait quelques élus, mais on avait surtout des élus avec des doubles casquettes, donc le commerçant, agriculteur, entrepreneur. On avait des représentants du tourisme, office de tourisme, de la jeunesse, de la culture, etc. Enfin, c'était de réunir ce groupe-là, de les former à des nouvelles méthodes de développement et ensuite à revenir sur le territoire pour réfléchir ensemble à des actions à développer. Et en fait, ce qui est arrivé très vite, c'est que certains se sont dit, euh, on est encore trop peu ou trop mal desservi autour du numérique, du digital, et on a peut-être intérêt à préparer l'avenir en ouvrant le champ des possibles autour du numérique et faire du numérique un levier de développement à part entière. Et donc, est née, et sans qu'on le sache au départ, l'idée de créer une structure, une plateforme où on pourrait permettre à des habitants, à des porteurs de projets, à des entreprises, de venir se former, de venir tester des outils. Non, on peut rester sur la slide d'avant. Et est arrivée cette idée de Fab Lab, donc une nouveauté qui a ouvert au printemps 2019 entre deux périodes Covid. Donc le Fab Lab, hein, c'est ce lieu qu'on a fait le choix d'installer en pleine centralité évidemment, à proximité aussi d'un public jeune, le scolaire, le lycée, mais aussi à proximité d'acteurs économiques avec l'association des commerçants et puis d'autres partenaires. Donc, ce lieu qui
autour du digital concentre une série d'outils, va permettre d'apprendre, de créer, de partager et de tester, prototype ou pas, des outils, etc. Donc ça, en fait, ce qui est intéressant, c'est que à l'époque, même la notion de Fab Lab, on ne connaissait pas forcément ce que ça voulait dire, mais on s'est dit, on ne sait pas où on va, mais on sent bien qu'il y a intérêt à ce que l'on forme notre territoire, nos populations sur ces enjeux du digital, du numérique. Alors, pour la petite histoire, tout ça, c'est co-construit, rien n'a été imposé par l'un ou par l'autre, mais c'est la convergence d'idées, d'opportunités qui font que ce lieu s'est créé. Et ça a été, j'allais dire, le démarrage d'une série d'actions. Alors, pour la petite histoire, c'est la communauté de communes qui a fait le choix de l'installer en pleine centralité. C'est la communauté de communes qui loue les locaux, qui paie les fluides et qui le met à disposition d'une association qui, elle, porte le salariat, le salaire du femme manager, qui a porté les investissements. Et en fait, à chaque fois, on a répondu conjointement à des appels à projets pour venir accompagner le financement et l'outillage du Fab Lab. Donc là, je vous ai mis un petit récapitulatif, hein. Au moment de sa création en 2019, ça a été 54 000 euros d'investissement avec des outils de pointe. Les loyers, loyer fluide, c'est autour de 1 500 euros par mois pris en charge par l'Interco. Et ensuite, l'intercommunalité vient aussi rééquilibrer en fin d'année le budget de la Fédération départementale des MJC pour s'assurer une animation constante du lieu. Pour la petite histoire, quand ce Fab Lab a vu le jour, donc en pleine période Covid, une de ses premières actions, ça a été la création de visières pour les professionnels de santé. Donc, c'était montrer que même en ruralité, on était en capacité d'être réactif grâce au digital, à l'outil numérique. Donc, à partir de ce moment où le Fab Lab a vu le jour, on s'est engagé dans un cursus de formation. Donc, Judith, vous pouvez peut-être mettre la prochaine slide. Un cursus de formation, alors toujours en lien avec la région Grand Est, qui avait développé justement tout un programme qui s'appelait Grand Est Business Act en lien avec les intercommunalités. L'objectif, c'était d'accompagner pendant 3 ans des territoires sur la formation des acteurs économiques. Alors nous, on avait fait le choix d'y associer aussi les chefs d'entreprise, les commerçants, puisqu'on avait tout un programme autour du commerce de proximité à développer, mais aussi les prestataires touristiques. Donc tout ça autour de la transformation digitale, puisque d'un point de vue touristique, même si nous sommes pas loin, même si nous sommes loin de Reims et d'Épernay, nous avons la particularité d'être aussi dans le vignoble de Champagne. Et donc, on a aussi tout un enjeu à développer le no-tourisme sur notre secteur. Et on se rend bien compte que la promotion du territoire, mais aussi les actions autour d'une offre no touristique ne peut passer que par le digital. Donc, ce partenariat entre la région, la collectivité, il s'est aussi fait en lien avec la chambre régionale la chambre de commerce et d'industrie avec l'antenne régionale et l'antenne Hub. Donc, on a développé tout un partenariat où en fait on a pendant 3 ans co-développé, co-partagé tout un programme de formation avec différents formats. Donc, on pouvait à la fois avoir des success stories, c'est-à-dire des structures qui viennent nous montrer par l'exemple ce qu'elles ont démarré, ce que ça a autour du numérique, ce que ça a généré chez elles, que ce que ça a apporté, que ça donne envie en fait. Des conférences inspirantes avec des interventions plurielles qui permettent de montrer
tous les enjeux du numérique. Donc, je me souviens de cette soirée de clôture où on a travaillé, on a montré tout ce que pouvait aussi apporter l'IA, l'intelligence artificielle, et que ça ne pouvait pas simplement se résumer à des grands groupes ou à des unités urbaines, mais que la ruralité avait aussi tout intérêt à gagner. Et on avait aussi toute une série d'ateliers qu'on a appelés X-Connect, donc des ateliers plus pratico-pratiques pour permettre au, au public venu s'inscrire d'aborder différentes thématiques. Alors là, je vous les ai mis, hein, ça peut aller de choses plus basiques, comment travailler la vie client, la e-réputation, comment on crée et comment on gère son site Internet, comment on anime ses réseaux. Ben, en fait, communiquer sur Facebook, c'est pas communiquer sur Instagram. Donc, on est monté en fait sur des choses qui aujourd'hui peuvent paraître très basiques. On est monté pendant 3 ans, on a fait monter en compétence le, euh, les groupes, les personnes qui se sont investies dans cette formation des acteurs économiques. Donc, à chaque fois, évidemment, les réseaux autour du numérique, du digital ont été fortement créés, animés, développés. Donc là, vous avez tout un panel, une illustration un petit peu de comment ça pouvait se produire. Donc, en parallèle de cette formation sur le long terme, donc on s'est retrouvé, hein, pour vous donner un bilan chiffré, sur une vingtaine d'événements créés sur 3 ans. Donc, c'était à peu près 500 participants sur 28 thématiques et près de 50 intervenants qui sont venus partager, expliquer, former. Donc voilà, ça a été une nouveauté, une expérimentation, une nouveauté sur le département de l'Aube, mais quelque chose qui a quand même fait écho. Et en parallèle de ces formations, donc ça, elles avaient lieu sur le bourg-centre Bar-sur-Seine, mais aussi sur la totalité de la communauté de communes. Et en parallèle de ça, on a développé des événements grand public, en tout cas 2 grands événements forts à Bar-sur-Seine, avec une montée graduelle sur les sessions sur les années. Donc, ce qu'on a appelé, peut-être pompeusement, mais bon, Barsekane Connection, avec Bar-sur-Seine comme un village du numérique. L'objectif, c'était de démocratiser un petit peu tous ces outils-là autour du jeu, de conférences, de conseils, pour permettre à des publics en dehors des acteurs économiques de voir ce que le numérique pouvait aussi apporter dans notre quotidien et qu'il ne fallait pas non plus considérer ça comme un outil qui allait dérégler ou déréguler nos pratiques, mais que ça pouvait aussi permettre de combler certains manques. Donc, on s'est retrouvé la première session en 2022 sur 2 jours du numérique. Alors, l'objectif, c'était aussi de greffer autour de cette réflexion différents partenaires. Donc là, vous y retrouvez l'Office de tourisme. On a fait venir les ateliers numériques Google avec leur petit bus, bon, le Fab Lab. L'occasion pour les chambres consulaires, notamment la Chambre d'agriculture, de montrer par la pratique que certains outils permettaient de mieux accompagner, on va dire, la vie de l'exploitation. La communauté de communes étant porteuse de la démarche France Service avec un bus itinérant, ben, les conseillers numériques étaient partie prenante de ce Barsekane Connection. On n'oublie pas le volet culturel avec la microfolie autour du musée numérique, donc l'occasion de montrer cette nouvelle opportunité sur le territoire. Bon, j'en passe. Donc, on voit que ces 2 premiers jours ont permis de mettre en lien un petit peu tout ce qu'on pouvait faire sur le sujet du numérique. Et puis, en 2023,
on est allé sur un format un peu plus grand, pratiquement une semaine, donc toujours le Barcelone Connection avec la semaine du numérique. Et l'objectif là, c'est que on a ouvert encore un peu plus la question du grand public en s'appuyant, alors ça sera la prochaine slide, en s'appuyant sur la fondation Maïf avec le Numérique Éthique Tour. Donc là, sur ce sujet du numérique éthique tour, donc en fait, ça c'est une prestation qui existe et qui, j'allais dire, qui circule sur toute la France à partir du moment où on la demande. Donc la Fondation Maïf a ce qu'on appelle un bus avec toute une série d'équipements qui permettent de venir créer un village du numérique accessible aux visiteurs de tout un territoire et avec une grande part d'animation pour les scolaires. Donc voilà, pendant une semaine, enfin en tout cas 3 jours pleins, des créneaux largement réservés aux scolaires pour venir appréhender différents ateliers. Donc là, les ateliers, vous voyez des visuels, mais ça peut être euh, montrer, par exemple, une application pour venir en aide aux personnes en détresse vitale à proximité, du coding, une initiation avec le logiciel Scratch, la selfie box, montrer que quand je me prends en photo, ben voilà, je me prends en photo, je balance ça sur les réseaux et moralité, je peux me retrouver avec toute une série de choses dont j'avais pas prévu. Donc voilà, c'est à la fois de la sensibilisation, de la formation et une façon de mieux appréhender la question du numérique. Donc, ce numérique éthique tour a permis sur notre secteur près de 450 personnes touchées par le dispositif, en grande partie des scolaires, puis du grand public. Alors, le grand public, c'est à la fois des familles, puisqu'il y avait le mercredi après-midi, les créneaux ouverts au public, aux élus, aux techniciens de structure. Et tout ça pour un coût relativement modeste, hein, puisque pour 3 jours d'animation, ça représente un coût de 4 000 € hors taxe. La seule condition pour le territoire ou la ville qui accueille, c'est d'avoir une salle suffisamment grande avec des équipements spécifiques pour venir accompagner tous les modules qui se déploient et qui s'animent euh, qui s'anime par la Maïf. Enfin voilà, tout ça pour dire que, donc là, vous nous avez tout à l'heure évoqué beaucoup d'outils techniques, etc., mais que sur un territoire rural ou même sur une commune PVD, on peut démarrer par des choses euh, qui peuvent paraître plus générales, mais qui commencent comment dire, qui commencent à faire appréhender le sujet du digital, du numérique. En tout cas, voilà. On n'avait pas forcément de compétences techniques sur ces sujets-là, mais chemin faisant et collectivement, chacun a apporté la pierre à l'édifice et on a réussi à chaque fois à greffer et à faire du lien avec des structures qui utilisent de plus en plus l'outil numérique. Merci Voilà. beaucoup, en tout cas, Monsieur Pujol, pour cette présentation vraiment très complète finalement et qui montre bien, comme vous l'avez très justement dit, qu'une une commune rurale peut tout à fait mettre en place, enfin, peut s'aventurer sur la question du numérique avec beaucoup de dispositifs différents et qu'en plus elle peut s'appuyer sur les différents outils qu'on a pu, que l'incubateur des territoires a pu nous présenter. Donc merci, en tout cas, ça fait bien le lien hein, avec ce qui a été présenté avant. Et vous pouvez, n'hésitez pas à poser des questions dans la barre dans le chat ou dans l'onglet questions-réponses. Monsieur Pujol se tient à votre disposition pour également y répondre. Et
le support de présentation sera disponible ensuite sur Resana. Et on va maintenant laisser la parole à Vimy, qui a bien attendu son tour. Merci beaucoup. Donc on se rend dans le Pas-de-Calais. Monsieur Delade, vous êtes chef de projet Petite Ville de demain et vous allez nous présenter avec la responsable du pôle culture Barbara Lefebvre-Montéjar enfin, notamment l'atelier numérique citoyen que vous avez mis en place à Vimy. Merci beaucoup. Bonjour. On va le faire à double voix. Moi, je vais présenter l'initiation du projet puisque j'étais chef de projet Petite Ville de demain dès 2021 et c'est là qu'a démarré le projet. Et puis, Barbara vous présentera la bascule opérationnelle à partir de 2023 lorsqu'elle est arrivée comme responsable du pôle culture pour mettre en œuvre le projet. Vimil, peut-être vous pouvez avancer un tout petit peu. Je vous ai mis voilà, une slide un peu plus parlante. La communauté d'agglo du Boulonnais, donc sur la côte d'Opale, Pas-de-Calais. Vimil est au nord de la communauté d'agglo. C'est une petite commune d'un peu moins de 4000 habitants, ville périurbaine. Une dimension touristique importante avec la colonne Napoléon que vous pouvez voir en bas. C'est le site historique de la première remise de la Légion d'honneur au XIXe siècle face à l'Angleterre. Et Napoléon tourne le dos à l'Angleterre puisque vous connaissez l'enjeu et le résultat du blocus continental anglais au XIXe siècle. La ville perd de la population depuis environ 25 ans. Elle a en même temps un vieillissement de sa population puisqu'on est à plus d'un quart de la population de plus de 60 ans depuis 2022 et une médiane de niveau de vie inférieure à la moyenne nationale et proche de la moyenne régionale en 2021. Donc des enjeux effectivement d'accès à la société numérique d'un côté, de capacité d'accompagner une génération, une population vieillissante pour se saisir de cette société numérique dans tous ces enjeux. On peut peut-être passer à la slide suivante sur les origines du projet. Dès 2020, la municipalité a souhaité engager une réflexion autour de 4 objectifs. Donc, lutter contre l'illectronisme d'une partie de la population, qui n'était pas qu'une partie d'ailleurs de la population âgée. On s'est rendu compte que euh, d'autres personnes pouvaient aussi être concernées. La volonté d'apporter de nouveaux services liés à la société numérique et donc une réflexion sur un Fab Lab, comme l'a évoqué l'intervenant précédent. Et puis une première pratique qui existait d'ateliers individualisés d'accompagnement en pratique numérique. Et la collectivité, la ville souhaitait éventuellement développer cet aspect-là. Et bien évidemment, comme elle a la compétence scolaire, faciliter les pratiques numériques dans les écoles municipales. La volonté, c'était de créer ce service au sein de la médiathèque municipale qui portait cette dimension, des interrogations sur comment faire pour que ça fonctionne, et puis un premier budget d'investissement autour d'environ 50 000 euros pour pouvoir investir dans du matériel dédié, en particulier autour de ce matériel spécifique du Fab Lab, et de premières discussions avec l'État et le département sur des enjeux de subventionnement sur ce projet. Et puis lorsque je suis arrivé quelques mois après comme chef de projet, on a refait un point méthodologique. On a profité effectivement, comme le disait votre premier intervenant, de l'incubateur des territoires qui venait d'être créé. Et donc, on a pu être accompagné pendant 3 mois sur une mission de l'incubateur des territoires. Quels outils matériels humains pour lutter contre l'électronisme dans notre contexte local à Vimille. On a donc associé des personnes âgées, puisque c'était le cœur initial de la réflexion, aussi des élus et des associations pour voir comment mobiliser des moyens locaux dans cette démarche. Et la conclusion, c'était, écoutez, c'est une bonne idée, allez-y, osez expérimenter un service adapté à l'étude qu'on a pu faire ensemble. Et donc, on est reparti sur quelque chose de plus simple, avec une volonté d'abord de bien communiquer autour des ateliers existants, d'acquérir du matériel adapté plutôt sur des usages bureautiques numériques de premier niveau et pas vraiment sur du Fab Lab qui paraissait pas immédiatement accessible. Et puis un vrai sujet de comment on fait pour que ce projet numérique il ait une dimension humaine de proximité et comment on peut progressivement imaginer améliorer ou en tout cas développer la première solution qui sera mise en œuvre. Voilà un peu où on en était dans la réflexion lorsqu'effectivement en 2023, dans le slide suivant,
est arrivé Barbara Lefebvre. Et donc, on a pu basculer sur, si vous voulez bien passer à la diapo d'après, sur le lancement effectif. En 2021-2022, on a mûri ces éléments-là et en 2023, on a pu passer à une première phase. Alors, on va prendre la parole. C'est pas facile la Si vous diapo. pouvez envoyer la suivante, ouais, ce sera mieux, éventuellement. En tout cas, en fait, voilà, donc bonjour à toutes et tous. En 2023, je suis arrivée dans le cadre de la création du pôle culture. Et là, les élus me disent, Barbara, écoute, on a le projet du Fab Lab, la lutte contre l'électronisme. Donc, je me suis basée sur l'analyse des besoins sociaux qui avait été réalisée en 2021 par Roland. Et à partir de là, en fait, on a pris l'existant, on s'est dit, bah voilà, comme toute contrainte en créativité, puisque les budgets étaient un peu serrés également, il ne faut pas se mentir. Voilà, on a rencontré des associations qui œuvraient notamment autour du logiciel libre, puisque l'équité numérique passe aussi sur l'accessibilité des logiciels à un maximum de la population. Et donc, on a créé sur le territoire une association, enfin on n'a pas créé, on a accueilli, qui s'appelle le Club Linux Nord-Pas-de-Calais, qui n'avait pas d'antenne sur le Pas-de-Calais. Et ensemble, avec l'association Branly-Marconi, basée aussi sur l'axe du projet culturel qui se base sur les droits culturels, on a construit l'atelier numérique citoyen. Donc l'analyse a été faite sur de l'aménagement je ne sais pas si vous voyez, voilà. Alors là, voilà. Du coup, on s'est basé sur quoi? Sur les personnes. C'était quoi? Non, c'est pas le. Là, au lancement effectif en 2023, bah aussi, c'est ça, c'est bon, je pense. Voilà. En fait, on s'est basé avec les associations, on s'est basé sur le diagnostic qui avait été créé par l'incubateur sur l'analyse des besoins sociaux. Et à partir de là, on a proposé une feuille de route en disant aux élus, écoutez, voilà, il nous faut un espace associé dédié, des ordinateurs. Et à partir de là, on va essayer de créer du partenariat qui vient du territoire, en fait. Et donc, comme l'école avait déjà 12 ordinateurs avec Ubuntu, qui est du logiciel libre, c'est de l'open source, on les a recueillis, on a créé un espace, on a investi dans du mobilier, on a adapté la connexion numérique, donc c'est le budget que vous voyez en investissement. Et puis, surtout, ça a été porté par le conseiller municipal délégué au numérique, qui lui aussi était convaincu de la solution de logiciel libre. Et donc, ensemble, en fait, ça a fait naître l'atelier numérique citoyen. Donc, on s'est basé sur les ordinateurs qui existaient de l'école, sur ce qui avait été acheté au départ pour le soi-disant Fab Lab, qui a évolué par rapport aux besoins du territoire. Et il faut savoir aussi qu'en fait, si on se situe dans un réseau numérique, qu'est-ce qu'on va apporter en complémentarité aussi à la population et aussi aux acteurs du territoire. Et donc, en tout cas, sur le territoire du Boulonnais, tout ce qui était autour du logiciel libre n'existait pas. Donc, on est venu en complément et ça a été vraiment un projet interactif. Il faut savoir que moins de 4000 habitants, on est vraiment une toute petite commune, mais on est dans un territoire périurbain. Ça veut dire que nos habitants ont la même attente dans les services qu'une ville. Donc, il faut toujours trouver l'équilibre. La Clos, il y a 100 000 habitants. Et Boulogne porte aussi déjà des dimensions. Ah, on ne vous entend pas très bien, monsieur Delattre. Vous ne nous entendez pas très bien? Oui, là, c'est déjà mieux. Est-ce que là, ça va mieux? Oui, je disais donc Vimille est limitrophe de Boulogne-sur-Mer, qui a 45 000 habitants, qui, en tant que commune, porte aussi des lieux numériques, en particulier des Fab Labs. Et donc, la population avait déjà un contact finalement avec cette typologie de matériel. Et donc, la commune de Vimille s'est positionnée effectivement sur l'enjeu des logiciels libres pour compléter finalement l'offre numérique de l'agglo sur cet aspect-là. Donc, voilà, et le budget a été revu, comme vous voyez, différemment. On est passé de 50 000 à 28 000 euros. Les discussions avec le département, avec l'État ont évolué aussi. Et le département lui-même, qui portait une offre initiale en 2020-2021 auprès des communes sur des enjeux de création de Fab Lab de proximité, s'est rendu compte aussi que finalement, ce n'était peut-être pas la formule la plus adaptée et a proposé lui-même de porter des Fab Labs mobiles. Et c'est un des éléments sur lequel la ville s'inscrit pour la suite. Et là, on peut passer à la slide suivante. Voilà. Et donc, le fait est, c'est que bon, on a revu notre copie
notre Ouais. feuille de route. L'État nous accompagne. L'idée aussi, c'était d'être comme un partenaire identifié sur le territoire. Donc, pour préparer l'inauguration de cet atelier numérique citoyen, c'était dans le cadre de Libre en fait, qui a lieu tous les ans. C'est accessible à toutes les villes de toutes les tailles. On invite avec le changement de Windows 10 à 11, là, c'est une belle opportunité pour l'équité numérique. Donc voilà, on a été accompagné par l'April et la FUL, qui sont vraiment les référents au niveau associatif, au niveau national pour lancer cet atelier numérique citoyen. Donc, il y avait plein de stands, d'associations, enfin, etc. Et puis là, vous voyez sur la photo, c'est la présidente de l'April qui faisait son discours. On ne voit pas le président de la FUL, mais bon. Donc voilà. Et puis, c'est toujours été, c'est la politique de la commune de travailler sur la concertation. Donc, en fait, et la participation des habitants, donc qui fait écho à l'article 103 de la loi NOTRe sur les droits culturels. Et donc, on a travaillé sur le choix du mobilier avec les associations, de voir les attentes qui étaient pratiques, puisqu'il faut savoir aussi que Monsieur le maire, au départ, ça, on ne va pas se le cacher, a dit, bon, l'idée est bonne, mais on va essayer une année, voir ce que ça donne. C'est vraiment la notion d'expérimentation qu'on évoquait tout à l'heure. Voilà. Et donc, il fallait un mobilier qui soit mobile, puisqu'on est dans un auditorium qu'on a coupé en deux, et que parfois, on en a besoin pour le marché de Noël, pour toutes les activités qui sont en lien avec le milieu associatif. Donc, il y a un enjeu de modularité, effectivement. Voilà. Donc, on a on aime bien les défis, on a dit on va y arriver. Et là-dessus, donc le département nous a suivis sur la médiathèque numérique aussi, puisqu'on travaille avec la médiathèque. Donc, on a des ressources numériques qui viennent appuyer le projet. On a plein de ressources libres également, donc c'est assez intéressant. Et puis, donc le gouvernement, enfin la DSIL qui nous a accompagnés. Quoi dire d'autre encore? Après, du coup, le programme, ça a été simple. Il y a une fois par mois, on a le petit-déj du libre, où ça a reçu un énorme succès. On est même là l'après-midi. Voilà, vous avez quelques photos. Vous avez des photos de l'atelier numérique citoyen. Donc, il y a du monde. Normalement, c'est que le matin, mais du coup, on revient l'après-midi avec l'association CLX, le Linux Nord-Pas-de-Calais. On a les écoles qui viennent 2 fois par semaine, les Restos du Cœur, l'association des paralysés de France qui viennent autour du handicap et des seniors. Et puis, cette fête annuelle, la dernière qu'on a eue en 2025, il y a eu avec la participation de la Fondation Firefox. Et chaque année, on essaye de mettre un petit plus pour, pour sensibiliser en fait les personnes au logiciel lié, puisqu'il n'y a pas cette notion de marketing derrière. Donc les gens se méfient, mais on arrive à les sensibiliser, on fait de la médiation autour du numérique. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis après, on a des bénévoles. Aujourd'hui, on est en nombre de 1, 2, 3, 3. Voilà, qui se forment également, en plus de nos agents de la médiathèque, pour à recevoir le Fab Lab mobile qu'on va mettre en place l'année prochaine, en 2026. Sur la photo, vous voyez l'APF qui vient avec ses outils numériques adaptés au handicap. C'est la photo en bas à droite avec Voilà. le clavier particulier, très adapté aux usages. Voilà, c'est le dispositif voilà, c'est le dispositif Connectez-vous qui est financé par la CPAM et l'ARS. Au milieu, vous avez les bénévoles et puis nos collègues salariés qui est là pour apprendre les gestes du Fab Lab mobile. Et puis, ce qui a reçu un énorme succès, c'est qu'on a sur la commune, on a 6 structures médico-sociales. Donc, c'est super. Enfin, il y a vraiment une interaction entre ce qui est proposé et notre petit atelier à 12 ordinateurs, plus des ordinateurs portables qu'on met à disposition. Voilà, puisqu'on est dans des lieux éclatés également. On va dire on a le bas et le haut, puisque 8000 est un grand territoire. Oui. Et du coup, on est en capacité de se déplacer dans un autre lieu culturel que nous avons, qui s'appelle la Confiserie, où on propose aussi en direct avec les Restos du Cœur pour les sensibiliser à venir en bas, des actions. Donc là, pour essayer de faire court, parce qu'on a pris un peu de retard, vous pouvez passer à la slide suivante. Voilà, donc en gros, les seniors fonctionnent super bien, ça marche bien, puisqu'on a encore eu 2 nouvelles inscriptions. On a parlé de nous la semaine dernière au Forum du handicap. L'éducation nationale veut travailler avec Primtux, avec qui nous, on est labellisé pour pouvoir l'installer. Il y a des écoles qui veulent qu'on les accompagne et collèges également. Donc, on est ciblé là-dessus avec le Club Linux Nord-Pas-de-Calais. Donc, en fait, ça prend, je veux dire, voilà, on est né en 2024, on va dire ça comme ça, avec l'atelier. On a bientôt 2 ans, 3 ans, bientôt l'âge de raison, je plaisante. Mais du coup, ça avance petit à petit. Et puis, on croise les doigts aussi pour que le projet puisse continuer par la suite.
Mais c'est bien parti, puisque en 2026, on va récupérer le Fab Lab mobile du département. Et de là, en fait, pour ce projet, on le fait aussi avec les habitants. Et comme on a une ludothèque qu'on a ouvert l'année dernière, en fait, on va créer un jeu avec les habitants et avec le Fab Lab du département. Et puis, un projet qui est en cours, mais qui sera peut-être l'année prochaine, parce qu'il y a des élections au mois de mars, donc voilà, de savoir si on s'inscrit dans la commune sur le label du territoire numérique libre, comme peut l'être Abbeville ou d'autres communes. Voilà, j'ai essayé de faire court, concis. J'ai parlé vite également. J'espère que c'est clair. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation. Je me demande, enfin, je crois qu'il y a à peu près toutes les questions. Il y a répondu. N'hésitez pas à en poser. Le webinaire va bientôt se terminer. Merci beaucoup à enfin, à toutes les personnes qui ont participé à la préparation de ce webinaire et au fait qu'il existe. Ce webinaire sera donc disponible bientôt en replay sur la chaîne du programme YouTube, la chaîne YouTube du programme, pardon, ainsi que le support de présentation. Et si vous n'avez pas d'autres questions, il me reste juste à vous souhaiter une très bonne journée. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous écrire directement à l'adresse mail petiteville-de-demain@anct.gouv.fr. Nous vous répondrons et on sera ravis de le faire. Merci beaucoup en tout cas à l'incubateur des territoires, à la PVD de Vimy et à la PVD de Bar-en-Seine. Merci beaucoup et je vous souhaite une très bonne fin de journée.